20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. C'est parti pour cette édition. Léa, bonsoir. Diane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. 7 morts et 52 portés disparus. C'est le bilan provisoire concernant le Sénégal après le drame de Mina. Le premier vol de pèlerins a atterri dans la nuit d'hier à Dakar. Les rues de Dakar justement transformées en dépotoir d'ordures. La faute au gouvernement selon Madane ici qui doit 1 milliard 100 millions de francs CFA aux concessionnaires. Afro-basket féminin, les Lions se qualifient en quart de finale après leur victoire sur l'Égypte. Elles vont croiser le Mali qui les avait sortis en demi-finale lors des derniers Jeux africains. Et puis à suivre en fin d'édition le dossier du mardi. Après les fêtes, c'est la dèche. Les urgences du moment se font pression. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Babacar Fall est en ligne en direct de la Mecque. Babacar, bonsoir. Tout le monde. Alors, le bilan des Sénégalais disparus porté à 7 et 52 pèlerins disparus, c'est ça? 7 morts confirmés. Alors, Babacar Fall. Allô? Oui, Babacar Fall, vous 7 morts côté sénégalais et 52 disparus. 7 morts confirmés donc officiellement par les autorités sénégalaises, le commissariat général au pèlerinage, par le biais de sa commission médicale dirigée par tout à l'heure. Ça passe de 5 à 7, les 7 morts confirmés donc tout à l'heure côté sénégalais. Et le nombre de portés ici, les autorités sénégalaises, 52 Sénégalais désormais. Sénégalais cette constaté le bilan s'alourdit controverse autour des chiffres Sénégal est au-delà de ce que vous annoncez spécifiques et une mort un mort on n'a pas précisé. Donc les qui montent pour le Sénégal perdu de les autorités sénégalaises ne perdent pas espoir et même s'il le faut la mission pour le pèlerinage, les recherches vont se poursuivre. Voilà, merci Babacar Fall. Nous suivons tout cela avec vous dans nos prochaines éditions, Léa. Et moins d'une semaine après la bousculade mortelle de Mina, le voyagiste privé Palabé qualifie de fatale la situation et la communication en ce qui concerne le nombre de Sénégalais portés disparus à la mer. Il invite les autorités à prendre leur responsabilité de la bonne information. Selon lui, ils sont plus de 50 pèlerins à ne pas donner signe de vie. Il a rencontré nos reporters Biram Ardien. Palameng dit à qui veulent entendre ces 4 vérités les couacs dans l'organisation du pèlerinage de l'édition 2015. Il impute la responsabilité en grande partie au privé. Donc moi, les privés là, on ne devait pas les entendre laisser les pèlerins à rade. Parce qu'on tend la main pour aller prendre le pèlerinage. Et on fait des lacunes. Il y a un lobby. Il y a des lobbies qui sont là. Et ça sera décliné bientôt. Dans le privé comme dans l'autre côté. Non, ils n'ont pas savoir parce qu'ils ne connaissent pas. C'est des gens qui ne connaissent pas. Et c'est des gens qui n'ont pas les moyens de travailler. L'un des voyagistes privés du pèlerinage 2015 d'annoncer le dépôt d'une plainte pour escroquerie. Aujourd'hui, les pèlerins qui sont laissés à rade, ils ont payé leur argent. Et même il y a des leaders qui ne sont pas partis à la Mecque. Ça, c'est pas normal. Vous avez des cas? Non. Par exemple, moi, quand j'étais au plein, j'ai donné à quelqu'un. Il a laissé le pèlerin ici. Ah mais attends, on va saisir la justice, ça c'est clair. Demain matin, dès demain matin, on va déposer une plainte chez le procureur. Demain matin, je vais déposer une plainte chez le procureur. Mais
Parce que c'est de l'escroquerie ça. C'est de l'escroquerie. Prendre l'argent d'un pèlerin et tu ne l'as pas amené à la Mecque. Mais tu vois un peu, les assurances sont où? Les garanties sont où? Il n'y a aucune garantie. Tout le monde sait qu'un garantie bancaire, il y a des procédures à suivre. Il faut déposer de l'argent aux caisses des dépôts et de consignation. Si tu laisses les pèlerins arabes, on prend cet argent-là pour les amener. Mais une caution bancaire, ça ne sert rien du tout. Des manquements dans l'organisation et le commissaire général dans tout ça. Il a les compétences, le général Dia, qui est le commissaire au pèlerinage. Qui est fautif donc les manquements connus, qui est fautif? Mais attends, je ne peux pas dire aujourd'hui... D'accord, c'est lui qui coordonne, mais ça c'est les 2000 pèlerins qu'il gère. Moi je ne parle pas de ces 2000 pèlerins, parce que peut-être je n'ai pas d'informations là-bas. Pala qui confirme sa position, battant en brèche les chiffres de la mission médicale, 5 morts côté sénégalais et 37 disparus dans la bousculade à Mina. Si j'entends les gens osent de dire que c'est 5 morts, moi je rêve quoi. Et disparus, il y a plus d'une cinquantaine disparus. D'après les décomptes qu'on a fait, nous en tant que privé, je parle de privé, je ne parle pas de l'État, je parle de privé, les décomptes par rapport aux différentes organisations, il y a plus d'une cinquantaine disparus. Et les disparus, si on ne les voit pas, c'est des blessés ou des morts. Il déplore le manque d'assistance totale pour faciliter les recherches à la Mecque malgré la mise en place d'une cellule de crise et d'aide psychologique. La privatisation du Hajj, c'est ce qu'il propose, donc pas besoin selon lui de tenir des discussions nationales autour du pèlerinage. Biram Diouf, justement, le premier vol des pèlerins est arrivé cette nuit à Dakar. 375 pèlerins convoyés par des voyagistes privés et bien sûr heureux de retrouver leurs proches tout en ayant une pensée pieuse pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance. Même Biram Diouf toujours. Il est 2h30 du matin, l'on commence à découvrir les visages des pèlerins qui étaient à bord du premier vol en provenance de la Mecque. L'étape de Mina, une entreprise difficile et dangereuse, la preuve, les morts encore enregistrés cette année, que de souvenirs. C'est juste après le passage que ça s'est arrivé. Donc, grâce à Dieu, on est revenu sain et sauf à la maison, alhamdulillah. Des personnes qui vous ont proches et qui ont peut-être disparu? Non, juste une personne qui faisait partie de notre convoi, mais il est revenu sain et sauf, alhamdulillah. Ouais, il est rentré. D'autres absents des lieux au moment des faits, aussi lorsqu'une grue s'effondrait sur la grande mosquée de la Mecque, sont sous le choc pour avoir perdu de vue des connaissances. Je n'étais pas à la grande mosquée à 7 heures lorsque la grue tombait. Par contre, c'est là-bas où j'ai effectué la prière auparavant le même jour. Je m'apprêtais même à y retourner. L'accident à Mina m'a trouvé à l'hôtel après avoir accompli le rite le matin. 2 personnes, dont un responsable du staff de l'agence de voyage, sont toujours portées disparues. À Mina, c'est au moment où nous étions au dehors que l'accident a eu lieu. Ils gardent tout de même l'espoir et prient pour que les disparus retrouvent sains et saufs leur famille. Le gouvernement doit redoubler d'efforts des pèlerins laissés en rade. Le pèlerinage doit être préparé 1 an à l'avance. Nous étions dans l'angoisse, complètement abattus. Nous demandions de ces nouvelles chaque jour. Comprenez-moi, c'est l'émotion. Ils rentrent chez eux après avoir effectué le 5e pilier de l'islam, le Hajj, entamé il y a plus de 1400 ans maintenant. Sentiment du devoir accompli. Et suite au drame de Mina, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur met en place une cellule de crise et d'aide psychologique. Une mesure saluée par Malik Baye, président de la NFD. Il appelle à une réorganisation du Hajj avec le moins de folklore possible. Et cette paille-falle tire de Laurent Mendy. Cellule de crise, aide psychologique. Le ministère des Affaires étrangères réagit après le drame de Mina. L'appel du président de la NED n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il faut saluer cela et demander, nous en tant qu'association d'élus, ce que nous préconisons, c'est que la gouvernance psychologique puisse être intégrée dans le package global que les services publics, les collectivités locales offrent aux citoyens. Et saluer maintenant l'effort qui a été consenti par le président de la République d'avoir limité les dégâts
d'abord, et également voir que le Premier ministre était sur les lieux pour réconforter les pèlerins qui sont victimes de la bousculade à Mouna. Même si d'une part des mesures sont trouvées, des efforts entrepris, une meilleure organisation du Hajj s'impose. Il nous faut une évaluation. Il faut que chaque pays voit sa méthode, sa manière et son mode d'organisation du pèlerinage. Je crois que si ce que le président de la République a avancé est respecté à la lettre, nous partons pour d'abord un pèlerinage qui sera organisé à temps réel, avec des dispositions fermes, mais sans parti pris et sans aucune autre forme de passion. D'une autre part, le président de l'ANED appelle à moins de folklore dans les cérémonies. La première mesure, parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, que les Sénégalais doivent faire, c'est dire que cette année, au retour de la Mecque, il y aura moins de festivités. Ce sera dans le recueillement, parce que nous avons connu un pèlerinage, certes, mais un pèlerinage macabre. Aide précieuse près d'une semaine après la tragique bousculade, au moment où l'inquiétude et le désarroi règnent chez nos compatriotes encore présents en Arabie Saoudite. Merci. Nous parlons de toute autre chose. Les véhicules de ramassage d'ordures se font rares dans la capitale. Les conséquences, les artères de Dakar sont transformées en dépotoirs d'ordures. Exactement, chère Tidiane. Les concessionnaires ne fournissent en fait pas assez de véhicules aux sociétés de ramassage d'ordures. La raison, l'État du Sénégal leur devrait 1,3 milliard de francs CFA. C'est en tout cas ce que déclare M. Madanissi, le secrétaire général du syndicat du nettoiement. Sa réaction dans ce reportage qui est signé Fatima Taba et Moudou Diop. Aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor et à Grand Yoff, Lonsokoaré, à Mbobus, les lieux sont transformés en dépotoirs d'ordures. C'est vraiment regrettable parce que les ordures, comme vous les connaissez, ce sont des sources de maladies déjà. Alors donc, si au niveau du Sénégal, les autorités ne sont pas conscients de cette situation pour vraiment assainir le pays, c'est vraiment regrettable. Ça dégage des odeurs nauséabondes et c'est invivable. Les ordures envahissent les rues et nous ne savons plus quoi faire. Nous ne pouvons même pas nous concentrer sur notre travail à cause de la mauvaise odeur. Faute de véhicules de ramassage d'ordures, les populations se rabattent sur les charretiers. On ne peut pas garder les ordures dans les maisons, donc on s'en débarrasse avec l'aide des charretiers. Maintenant, à leur tour, ils les déposent un peu partout. Pour Madanissi, cette situation était prévisible. Les concessionnaires ne fournissent plus assez de véhicules. Nous, on s'était rendu compte que les concessionnaires, ils ont des problèmes. Là où ils mettaient 15 véhicules, aujourd'hui, ils mettent 5 véhicules. Là où on faisait 15 rotations, aujourd'hui ils font 2 rotations. Et nous, on n'acceptera pas d'être les agneaux du sacrifice. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut trouver des solutions de sortie de crise. Les mairies également sont pointées du doigt. Nous, on a l'impression que nous avons affaire à des maires businessmen, des maires qui ne pensent qu'à l'argent, amasser de l'argent chez les commerçants, soi-disant qu'ils vont nettoyer, ils abandonnent tout sur leur passage. Sans compter l'occupation anarchique de la voie publique par les marchands ambulants, par les marchands tabliers. L'autre aspect, regardez les forails qui sont installés un peu partout dans la capitale. Qui a autorisé ces forails-là? À chaque lendemain de Tabaski, les ordures ornent le décor dans la capitale sénégalaise. Un problème qu'il faudrait résoudre définitivement de la vie de ce professionnel du nettoiement. Nous parlons toujours de salubrité, la situation toujours préoccupante au marché des HLM. Depuis plus d'un mois, les riverains supportent l'odeur nauséabonde des eaux usées et des ordures du marché. Et un problème en entraînant un autre, les enfants sont exposés à de nombreuses maladies en cette saison des pluies. On fait le point avec Fatou Bintou Conté et Maud Diop. Ils n'en peuvent plus.
ce sont les riverains du marché des HLM, des ordures qui jonchent leurs trottoirs, des eaux usées qui ruissellent partout dans leur quartier, et ceci depuis un mois. Nous sommes fatigués, très fatigués même. Quand il pleut, on n'arrive plus à respirer tellement l'odeur des eaux usées est nauséabonde dans ce quartier. On a passé une mauvaise fête de Tabaski. Cette situation d'ailleurs commence à avoir des conséquences sanitaires sur leur progéniture. On a parqué tous les enfants en haut, personne ne descend. On a peur qu'ils sortent, on se gratte tout le temps le corps. Sachant que cette situation dépasse les compétences de la mairie, les populations exhortent le chef de l'État à les aider à assainir leur quartier. Nous voulons que l'État réagisse pour qu'on assainisse ce quartier. Ce n'est pas normal, toute cette saleté. C'est un marché international, mais saleté c'est pas normal. Le maire est toujours là, il ne fait que du va-et-vient, mais il ne fait rien apparemment. Un véritable calvaire, c'est ce que vivent les populations habitant aux alentours du marché des HLM. Depuis plusieurs mois, la saleté les empêche de vaquer convenablement à leurs occupations. Et puis toujours sur la même lancée, à Dakar, de nombreux quartiers sont inondés. C'est le cas à Bop où les canalisations vétustes évacuent difficilement les eaux usées. Une situation qui a des conséquences fâcheuses sur la santé des populations et leur bien-être. Reportage signé sur place d'Issa Prera et Mardien. Rue 4 du quartier Bop, une zone paisible en cet après-midi. Des eaux usées stagnantes de couleur verte, des eaux qui dégagent une odeur irrespirable, envahit tout le quartier. Une situation née de la vétusté du système d'assainissement de ce quartier cinquantenaire de Dakar. Les habitations, les canalisations qui existent ici étaient pour peut-être 1000 personnes. Maintenant, Bop fait 4000 personnes. Donc vous voyez que les canalisations là ne peuvent pas irriguer comme on veut, ne peuvent pas évacuer l'eau usée. Et quand c'est l'hivernage qui arrive maintenant, le problème de Bop, c'est que Bop ne prend pas seulement son eau, comme on dit, mais toutes les eaux qui viennent de Liberté 5, Liberté 6, Niary Tally, toutes ces eaux-là, leur terminus, c'est Bop. Et les canalisations ne peuvent plus supporter. Des eaux provenant des caniveaux mélangées à celles des fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar, Bop et ses habitants vivent un calvaire permanent. Les canalisations, il faut les changer. Il faut les mettre en proportion avec la population. On ne peut pas respirer. C'est nauséabond parce qu'il faut obligatoirement fermer les fenêtres. La chaleur nous tue. Et les moustiques, ça c'est le paradis des moustiques. Les riverains procèdent à des opérations de nettoyage de temps à autre, mais de l'avis du délégué de quartier, la solution c'est de remplacer totalement l'assainissement de ce quartier, un travail colossal en perspective. Nous parlons à présent de la rentrée des classes 2015. Les librairies et autres vendeurs de fournitures scolaires pas encore pris d'assaut. De nombreux parents d'élèves ne disposent pas encore de l'argent destiné à équiper leurs enfants pour la rentrée des classes. Vous l'avez compris, la Tabaski est bel et bien passée par là. Aminata Mbaresso et Modou Diop. Bientôt la rentrée des classes, les librairies et autres points de vente de fournitures pas encore pris d'assaut, les dépenses de la Tabaski, une des raisons évoquées. Nous sommes encore dans l'attente de clients. Peut-être d'ici la fin du mois, les parents d'élèves vont venir. Moi, j'ai un peu vendu, mais c'est avant le Tabaski. J'ai vendu un peu, mais depuis le Tabaski est passé, pas encore. À ce moment, il y a les clients qui viennent, même. Mais quand ils viennent là, ils payent un peu, ils s'en vont. L'achat des fournitures, l'inscription des élèves, des équations très souvent difficiles à résoudre pour le gourgourou sénégalais. Et là, je citais à 3 élèves à prendre en charge sa source de revenus, ce petit commerce. C'est très difficile pour les pères de famille. Beaucoup d'entre eux ont dépensé leur argent durant la fête de la Tabaski. Je vais me débrouiller avec les moyens du bord, acheter une partie des fournitures et le reste, je vais le compléter après. Pour éviter des imprévus, d'autres parents d'élèves ont prévu des à côté. Pour la rentrée, c'est difficile.
surtout après la Tabaski. C'est un peu difficile quoi, de joindre les deux bouts. On a mis quelque chose de côté pour préparer la rentrée quoi, pour les enfants. Après la Tabaski, cap sur l'ouverture des classes, d'autres dépenses en vue pour les parents d'élèves. Et parlons de toute autre chose à présent, de la place des médias africains pendant les élections présidentielles, l'un des sujets abordés lors d'un atelier de partage organisé à Dakar. Une présence d'autant plus importante que ces journalistes, Léa, jouent un rôle déterminant dans la promotion et la conduite des processus électoraux en Afrique. Là-dessus, nous allons écouter les explications de Tidiane Dior. Il est le responsable des médias à la francophonie. Nous l'écoutons au micro de Cher Tidiane Dior. Plus en plus, les élections mobilisent toutes les catégories de la nation. Les forces de sécurité et de défense, les ministères, l'armée, le système informatique de l'État, les citoyens eux-mêmes, ceux qui sollicitent le suffrage de ces citoyens. Et il se trouve que les médias sont au cœur et le lien entre toutes ces catégories. Nous avons donc pensé qu'il était temps que l'on mène une réflexion très forte sur le rapport entre médias et élections. Comment les médias doivent couvrir les élections, pourquoi les médias doivent couvrir les élections et pour quelle finalité. C'est pour cela que nous avons organisé cette session qui est la seconde, puisque une session similaire a été organisée au mois de mai 2015 à Douala, qui concernait l'Afrique centrale. Ce qu'il est important de souligner et de retenir, c'est qu'on ne peut pas avoir une démocratie parfaite sans élection libre et donc sans médias libres. Kolda, Matam, Kédougou, 3 départements qui ont un dénominateur commun. Les jeunes et femmes sont sous-représentés dans ces conseils municipaux avec un taux qui varie entre 0 et 17%. Pour y remédier, la direction des collectivités locales, en partenariat avec des organisations non gouvernementales, a mis sur pied un projet d'une durée de 7 mois financé à hauteur de 32 millions de francs CFA. Un projet dont le lancement a eu lieu ce mardi en présence de nos reporters Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Seuls 15,2% de conseils municipaux et 13,72% de conseils départementaux sont des jeunes à Kédougou. À Kolda, le taux est estimé à 15,03%, là où le conseil municipal de Matam n'en compte aucun. Un constat qui interpelle autorités administratives et organisations de la société civile. Notre objectif aujourd'hui, c'est de suivre un peu l'action de ces élus locaux-là à travers un baromètre de la participation. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de faire du remplissage, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de femmes ou beaucoup de jeunes dans les collectivités locales, mais il s'agit surtout de voir quelle est la qualité de la participation de ces jeunes-là au sein de ces collectivités locales. D'abord, encourager ce projet, faire de telle sorte qu'au lieu de se limiter aux 3 départements tels que Tamba, Kédougou et Matam, généraliser ça au niveau du territoire sénégalais. À travers un baromètre, ces différents acteurs comptent améliorer la qualité de cette faible participation. On va essayer de mesurer un certain nombre d'indicateurs, notamment on a des critères, on a 20 sous-critères et on a 4 critères. Le premier critère, c'est la présence. Est-ce que les élus locaux sont présents dans les collectivités locales? Est-ce qu'ils participent aux sessions ordinaires et extraordinaires? Et au-delà de cette présence-là, est-ce qu'ils participent réellement? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils apportent concrètement aux collectivités locales? Pour ce faire, 60 jeunes et femmes sont ciblés. Ils seront renforcés dans les instances locales de Matam, Kolda et Kédougou. Ce sont des localités qui ont une prégnance socio-culturelle qui fait que les pesanteurs socio-culturels font que les jeunes et les femmes ne sont pas assez impliqués dans les instances de prise de décision. Voilà pourquoi on a choisi ces zones-là, parce que les pesanteurs socio-culturels ne favorisent pas l'émergence des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision. D'ici à décembre, les populations seront informées et sensibilisées sur la nécessité d'une meilleure qualité de la représentativité des jeunes et des femmes au sein des collectivités locales. Les résultats seront exposés au grand public, rassurent les initiateurs du projet.
Et le dossier de ce mardi, à présent, quelques jours après la fête de la Tabaski, nombreux sont ceux qui vivent une fin de mois difficile. Et le gap causé par les dépenses commence difficilement à se faire sentir. Les urgences de l'heure attendent impatiemment. C'est l'objet de notre dossier du jour signé Dissa Prera et Mardia. Tabaski rime habituellement avec des dépenses faramineuses pour beaucoup de Sénégalais. Un mouton à acheter, de l'habillement ainsi que des dépenses pour le repas du jour. Des milliers de francs CFA déboursés par le chef de famille pour célébrer la fête. J'ai dépensé beaucoup d'argent, c'est à peu près 350 000, mais j'estimais à peu près 350 000, mais je ne peux pas vous dire exactement ces temps. Le mouton, je n'ai pas payé, mais c'est à peu près 150 000 le mouton. On me l'a donné. Les habillements, c'est préparé avant. Tout à peu près 350 000. Les habillements? Les habillements et le mouton. Et les dépenses. Sorti une enveloppe de 100 000 francs. Acheter le mouton à 110 000 francs. Les denrées de premier c'est 25 000 francs. Les habits d'enfants, comme il y a les habits chinois là, c'est pas trop lourd. C'est pas trop cher. Je les ai achetés à 2500 l'ensemble. Comme il y avait trois gosses, 7500 avec les chaussures là, c'est pas cher. Les habits des enfants, c'est pas cher, vraiment. Dans le cas général, le mouton, je l'ai payé à 65 000. Bon, pour les habits, j'ai dépensé à peu près 65 000. Plus 20 000 francs les condiments que lui avait achetés. Pour faire face aux dépenses et s'en sortir, les astuces ne manquent pas. Certains chefs de famille prévoient des budgets de dépenses. Un budget souvent largement dépassé, mais pas question de s'endetter. Non, j'ai préparé déjà, alhamdoulilah, j'ai déjà préparé. Au plus toujours on dépasse plus, toujours je dépasse plus. À 3 mois de tabaski, je sors quelque chose que je garde à côté. Bon, je vais sortir presque fin du mois, je garde 25 000, 30 000 francs. Bon, ce que je fais avec l'avance qu'on a, comme je travaille, avec l'avance que j'ai reçue, j'ai essayé de joindre les deux bouts. J'avais programmé un budget de 250 000. Mais actuellement, je suis en réserve de 100 000 francs. J'ai une réserve de 100 000 francs. Oui. Donc vraiment, c'est pas très costaud pour moi. Après les dépenses de Tabaski, difficile de joindre les deux bouts. Pour certaines familles, le déficit budgétaire devient chronique. Les poches sont extrêmement vides maintenant. Il n'y a rien dans les poches. Oui. Tout est vide. Tout est vide. Franchement, c'est cher et c'est trop. C'est trop. Comme on vit ici, Dakar, au Sénégal, c'est trop. La grande majorité des familles sénégalaises sont chroniquement déficitaires. Tabaski ou le sacrifice d'Abraham, un casse-tête qui entraîne des dépenses exorbitantes. Après sa célébration, souvent avec faste, les poches sont à sec. L'actualité internationale nous mène aux États-Unis, en Centrafrique où la tension ne baisse pas, mais tout d'abord au Burkina Faso avec l'arrestation de Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères. L'actualité hors de chez nous, c'est avec Daniel Diouf. Ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, arrêté mardi au Burkina. Le gouvernement l'avait accusé d'instrumentaliser le régiment de sécurité présidentielle afin de perturber la transition. Il a été arrêté à son domicile par des éléments de la gendarmerie. Son arrestation est en lien avec le coup d'État du 17 septembre. C'est une source militaire qui l'affirme selon jeunafrique.com. Le 28 septembre, le gouvernement l'avait donc accusé de comploter avec Gilbert Diendéré contre la transition. Ancien chef de la diplomatie burkinabé, Djibril Bassolé avait été empêché de se présenter à la présidentielle par le Conseil constitutionnel. L'institution l'avait reconnu coupable d'avoir participé au Conseil des ministres qui avait adopté le projet de loi de révision de la Constitution qui devait permettre à Blaise Compaoré de se maintenir au pouvoir. La tension ne retombe pas à Bangui, plus de 30 morts selon l'ONU. La Centrafrique est depuis 3 jours en proie à une vague de violence populaire et les scènes de pillage se multiplient dans la capitale. La République démocratique du Congo a fermé ses frontières pour stopper le flux de réfugiés centrafricains. Bangui s'enfonce jour après jour. Près de 40 personnes tuées dans la capitale depuis samedi et au moins 27 000 autres déplacés en quelques jours. 500 détenus sont dans la nature selon l'ONU. Enfin, la Russie qui fustige l'organisation d'un sommet antiterroriste à New York par les États-Unis. Les Américains qui ont annoncé la tenue prochaine de ce sommet en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Les Russes précisent déjà qu'ils n'y prendraient pas une partie active. Selon l'ambassadeur russe à l'ONU, leur délégation va se contenter d'envoyer un diplomate pour couvrir l'événement.
Une centaine de pays y sont invités. L'ambassadeur russe estime que ce sommet est constitué en manque de respect à l'égard des Nations Unies et de son secrétaire général, Ban Ki-moon. Afrobasket 2015, les Lions finissent troisième de la poule B. Elles vont rencontrer en quart de finale le Mali ce mardi. L'équipe du Sénégal a renoué avec la victoire face à l'Égypte, 84-72. Résumé de la rencontre avec nos envoyés spéciaux Mamfatou Ndoye et Massaya Ndiaye. Le vent de la révolte avait sonné du côté des Sénégalaises. L'entame de match contre l'Égypte permet aux Lions de montrer un tout autre visage. 8-0 dès les premières minutes, des filles plus impliquées. Et puis dans cette équipe du Sénégal, quand Aya et Astou vont bien, tout va bien. Aujourd'hui, l'essentiel c'était de gagner. Hier, je pense que c'est dans le passé, on a perdu. Maintenant, les matchs de poule sont finis, il faut se concentrer sur l'avenir. Il fallait un peu se rectifier, surtout par rapport au quart de finale. Maintenant, on a fait le maximum pour gagner, on a gagné. On va aller se reposer et puis se préparer pour le match. À la fin de la première mi-temps, le Sénégal mène 45-29 avec 16 points d'avance et une meilleure animation offensive. Les Lions se rassurent par rapport à la débâcle de lundi soir. Elles ont su entendre les remontrances du coach. Il a raison. En nous voyant jouer, on sait que ça manque aussi d'agressivité. C'est à nous de se ressaisir et de se battre sur le terrain parce que c'est des filles comme nous. Donc on doit vraiment se battre pour gagner cette canne. Ce sera une bataille. Et puis voilà, il faut vraiment qu'on se batte pour gagner le Mali. Aux Jeux africains, on n'a pas bien joué. C'est à nous, on doit jouer pour montrer au peuple sénégalais qu'on est là, on est présente. On doit battre le Mali et gagner. Et puis on verra. Jojo retrouve ses sensations de tir, notamment sur la ligne des 3 points. Au troisième quart-temps, le match est déjà plié. Aya Traoré a déjà inscrit 21 points, Astou 19. Même si dans le quatrième quart-temps, les Lions se relâchent, le score 84-72 les remet clairement en selle. Se profile à l'horizon un quart de finale entre le Sénégal et le Mali. Et lors du match opposant le Sénégal à l'Égypte, Moustapha Gueye a secoué au propre comme au figuré. Ramata Daou, la joueuse de Saint-Louis Basket Club, le sélectionneur sénégalais parle certes d'un incident, mais rappelle qu'il ne gère pas, je cite, une garderie d'enfants. La réaction du coach après l'incident qu'il a opposé à la joueuse Ramata Daou, c'est avec nos correspondants Mamfatou Ndoye et Massaya Ndiaye. Vous avez vu Ramata Daou, comment elle s'est comportée? Moi, je vous dis, je n'ai pas une garderie d'enfants. Je gère des adultes qui vont dans une compétition où on a pris un drapeau national. Je suis un compétiteur, je suis un gagnant, je veux booster mes joueuses pour qu'on ait les meilleurs résultats. Donc, la manière importe peu, mais je pense que ce qui est important, c'est que entre hier et aujourd'hui, il y a un meilleur visage du Sénégal à tous les niveaux, que ce soit Ramata, Maïmouna, Aya Astou, Mam Jojo qui est bien revenu. Moi, j'ai beaucoup de satisfaction par rapport à ce qu'on fait. On a contrôlé l'Égypte sur 20 points. Les 10 derniers points, c'est anecdotique parce que quand on mène de 20 points, on attend à se relâcher. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, elles sont bien comportées et c'est de bon augure pour la suite. Voilà, c'était l'entraîneur Moustapha Gueye qui revenait sur cet incident. C'est la fin de ce journal. Léa, merci. Merci à toi, chère Tidiane. À demain. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0 avec le tout en images.